Bonjour et bienvenue pour ce webinaire garage. On est ensemble pour une petite heure. Je me présente, Eric Gorniski, je suis ingénieur conseiller à la CARSAT Sud-Est. Je suis le pilote de l'action régionale garage de la CARSAT. Nous serons deux avec vous lors de ce webinaire. Laurent Kamal sera donc avec moi et Laurent étant le copilote sur cette action. Alors, également, vous aurez la possibilité pendant ce webinaire de télécharger un certain nombre de documents, dont le diaporama de ce webinaire. Donc, je vous invite justement à le faire et de façon à pouvoir revenir sur l'ensemble de ces documents et aussi sur ce diaporama. De la même façon, vous aurez quelques questions en termes de sondage qui auront l'occasion d'arriver au cours de ce webinaire. Donc 4 questions. Donc là c'est pareil, je vous invite aussi à y apporter une attention et répondre. C'est relativement rapide et ça permettra justement, de pouvoir avoir certaines précisions qui nous permettront justement de vous proposer d'autres webinaires à des créneaux qui répondront bien à votre besoin, et également d'avoir quelques précisions par rapport aux supports sur lesquels nous allons échanger aujourd'hui, savoir si effectivement c'est déjà des choses qui ont eu l'occasion de vous être évoquées et par quel biais. Voilà. Dernier point, avant de démarrer proprement dit, il y a un chat qui vous permet justement de poser des questions si vous en avez. Donc ne vous en privez pas. Donc, par rapport à toutes les questions que vous pourriez avoir. Et alors, soit on y répondra à travers le chat directement, par écrit, soit on aura l'occasion justement d'apporter une réponse un peu plus complète oralement à la fin de l'échange, à la fin du webinaire. Voilà. Donc, ce webinaire va se dérouler en fait en 4 étapes. L'idée, c'est de vous donner déjà un retour quant au cadrage de cette action menée par la CARSAT. Pourquoi cette action, de révoquer certains risques qui sont à garder à l'esprit dans le cadre de l'échange que nous allons avoir. Certains risques par rapport à votre activité. Derrière cela, ça nous amènera justement à révoquer l'intérêt d'agir en prévention. Pourquoi? Et ensuite de cela, de pouvoir justement vous révoquer, vous exposer un certain nombre de supports qui existent déjà et certains supports justement que l'on souhaitait vous présenter à travers ce webinaire qui apportent une synthèse complémentaire pour vous permettre d'aller à l'essentiel, qui ont été créés avec qui ont été créés par la CARSAT avec ses partenaires et notamment aussi vos organisations professionnelles. Et pour finir par justement des exemples de matériel que vous présentera Laurent pour justement être dans le pratico-pratique par rapport justement à des solutions techniques qui permettent de répondre justement aux points qu'on aurait eu l'occasion d'évoquer en termes d'attention particulière sur des points prévention justement identifiés à l'occasion des visites des préventeurs CARSAT. Alors, le cadrage de cette action. Alors, je ne vais pas vous en faire une lecture linéaire. L'idée étant simplement de vous préciser que cette action qui se déroule en fait de 2019 à 2022 intéresse en fait l'activité de réparation, qu'elle soit VL, PL, et que l'on parle de l'activité de réparation mécanique ou carrosserie, en intégrant bien entendu aussi bien sûr les établissements qui ont les deux activités, soit l'une, soit l'autre, soit les deux. Voilà. Donc on intègre en fait tous les établissements qui relèvent donc de ce champ d'activité. Cette action, elle a été voulue par les partenaires sociaux et qui l'ont voulu en fait sur 3 risques prioritaires que sont la problématique troubles musculo-squelettiques, dite TMS, la problématique cancérogène, mutagène, reprotoxique,
souvent également intitulé dans son abréviation CMR. Et puis également un troisième point auquel ont été attachés les partenaires sociaux, la problématique liée aux atteintes aux mains et aux doigts. Alors, pourquoi les partenaires sociaux ont souhaité cette action? Il y a tout bonnement parce qu'en région, l'activité de réparation automobile représente quand même 27% des salariés de la métallurgie et que, en termes de sinistralité, cette activité génère en fait un niveau de sinistralité au niveau de sa moyenne un peu plus élevé que le secteur de la métallurgie dans son ensemble. J'irai pas plus loin, je vous invite simplement justement à revenir plus en détail sur ces éléments dans le diaporama que vous aurez pu justement télécharger. Alors, des risques à souligner. Alors, sachant que ce n'est pas un exposé exhaustif, que je ne vais pas vous en faire une lecture linéaire, simplement de souligner quelques éléments. Le premier, les risques TMS dont on a parlé. Donc, on est sur en fait un risque qui va générer des handicaps à moyen ou long terme vis-à-vis du salarié, une maladie professionnelle ou un accident de travail et entraîne justement cette problématique-là, vont générer justement des situations de handicap durables. Alors, on va parler d'arthrose, on va parler de lésions chroniques des ménisques, on va parler de sciatique et d'hernie. Certains, alors les arthroses, c'est tendu par rapport à la problématique, notamment de vibration et de choc transmis aux membres. Les sciatiques et hernies, on le perçoit bien, sont identifiés, sont la conséquence de ports de charge répétés ou lourds, ou alors répétés et lourds, hein, éventuellement. Des affections aussi périarticulaires des membres supérieurs liés à une problématique de gestes et postures, et une position posturale contraignante. L'autre grand risque que nous avons eu l'occasion d'évoquer en termes de risque prioritaire dans cette action, c'est le risque chimique autour des cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, où là on est sur des atteintes, alors que l'on est intitulé plus lourde pour la santé, c'est pas qu'un handicap n'est pas lourd, bien au contraire, mais c'est que là, la problématique du risque chimique et des CMR en particulier sont de nature à avoir une incidence sur la santé du salarié allant potentiellement jusqu'au décès. On a à ce titre-là des lésions proliférantes, dont, quand on parle de lésions proliférantes, on parle de différentes, d'une grande famille de pathologies, mais dont font partie également les cancers. Par exemple, on a des problématiques d'asthme, on a des problématiques aussi de plaques pleurales quand on parle en fait d'exposition à l'amiante, à savoir que il faut plus largement encore avoir à l'esprit aussi le risque lié à l'exposition à des risques à des fibres céramiques réfractaires également, ça à garder aussi à l'esprit, des notions également aussi en termes de pathologie d'eczéma cutané, suivant l'exposition à certaines substances. Voilà. Au-delà de cela, donc, on a également souhaité attirer votre attention sur des éléments auxquels vous êtes très fréquemment, pour pas dire quotidiennement confrontés, tant alors pour certains du côté activité carrosserie que d'autres pour de l'activité davantage mécanique. Alors, on en a cité 3, mais il y en a plein d'autres. Hein. Alors, le styrène qui est un durcisseur et qui intervient donc du coup dans les mastiques, et donc qui est une substance qu'on va inhaler quand on prépare le mastic, qu'on va pouvoir également inhaler quand on ponce le mastic, si on n'a pas des solutions de captage des poussières ou des effluents. Voilà. On a également les dérivés de plomb dans les peintures. Alors là, ça s'adresse plutôt aux gens qui vont faire de la rénovation de véhicules anciens. On a la problématique liée au N-hexane, qu'on va retrouver dans des dégraissants, dans des bombes aérosols de dégraissants. Alors, c'est pas que le N-hexane est présent dans le dégraissant lui-même, mais par contre, il est présent pour ces bombes aérosols, généralement dans le gaz propulseur. Donc là, dans tous les cas, pour toute substance chimique, une bonne pratique à garder à l'esprit, c'est à chaque substance chimique que vous utilisez, c'est
si le fournisseur ou le fabricant ne vous fournit pas de lui-même la fiche de données de sécurité, sachant qu'il vous la doit, c'est de lui demander à chaque substance chimique donc d'avoir la fiche de données de sécurité et de vous y reporter, puisque dans cette fiche de données de sécurité, vous allez pouvoir avoir des précisions qui vont vous expliquer quel dispositif adopter, quel équipement aussi avoir pour utiliser en sécurité ces produits. Alors, agir en prévention. Et maintenant qu'on a parlé effectivement, qu'on a réévoqué certains risques pour bien les garder à l'esprit, sachant donc que ce n'est pas donc une exposé exhaustif de tous les risques que vous rencontrez, hein, je le redis. Donc, là, après, agir en prévention, justement, pour prévenir ces risques. Et pourquoi agir en prévention et pourquoi ça, justement, ça a tant d'intérêt pour une entreprise Eh bien, et là, on parle justement pour le secteur d'activité garage notamment, sachant que dans la région, il faut le préciser, 90% en plus des établissements, des garages, sont des établissements de globalement moins de 10 salariés. Donc ça, c'est un élément aussi à garder à l'esprit. Donc, pourquoi investir en prévention? Alors déjà, la démarche de prévention, il faut surtout pas que ça soit vécu comme quelque chose qui vient se rajouter en plus, qui soit documentaire, proprement documentaire, puisque comme toute démarche qui serait vue comme celle-ci, comme une approche documentaire, eh bien là nécessairement, on risque très vite d'en avoir une approche chronophage qui va durer un temps et qui à un moment donné ne va pas durer dans le temps. Voilà. Non, la démarche de prévention, elle doit véritablement prendre corps et s'intégrer complètement dans votre organisation de travail, avec une démarche qui soit pragmatique, efficace et qui vive. Voilà. Et ça, c'est un point très important à voir. Alors, pourquoi justement il est intéressant et important pour vous d'avoir une démarche de prévention? Bien sûr, moi, en tant que préventeur, je vais vous parler effectivement de la sécurité de la santé au travail, mais à travers ce que je vais vous dire, vous allez voir que cette démarche, elle a un intérêt aussi bien au-delà pour vous. On a cité 4 éléments. D'avoir des travailleurs en bonne santé, c'est-à-dire des travailleurs en bonne santé qui travaillent longtemps, qui vont pouvoir travailler longtemps. C'est-à-dire, à un moment donné, on est dans un secteur d'activité où on a des ressources, on est quand même dans une situation assez tendue pour trouver des ressources, des compétences techniques intéressantes et quelquefois on se les arrache à prix d'or. Donc, il est important à un moment donné d'avoir des collaborateurs qui sont présents, sur lesquels justement on a pu s'appuyer et qui sont là, qui ne vont pas à un moment donné se retrouver en accident de travail ou en arrêt lié à une maladie professionnelle et sur lesquels on va pouvoir s'appuyer longtemps. Euh, alors, également aussi parce que, comme je vous l'ai dit, on est dans une situation aussi souvent de petite structure, ce que je vous dis là, donc, est donc de ce fait d'autant plus accru. Puisque si vous êtes une structure de 6-7 salariés, dès qu'il vous manque un collaborateur, c'est toute votre activité qui est déstabilisée, avec une difficulté justement, parce qu'il faut répartir la charge sur l'ensemble des équipes, voire peut-être trouver une ressource complémentaire. Donc voilà, donc, un certain nombre de difficultés justement et de désorganisation, de déstabilisation de votre activité. Alors également, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir des salariés qui également se sentent bien dans leur entreprise, euh, ont vraiment effectivement aussi le sentiment de travailler dans de bonnes conditions, travailler en sécurité, et qui vont aussi pouvoir, du fait de l'organisation qui est mise en place et intégrant justement leur santé et leur sécurité, vont pouvoir avoir une communication auprès de leur réseau personnel. On a tous nos réseaux individuels, de pouvoir communiquer positivement vis-à-vis de l'entreprise au niveau de leur réseau personnel. Ça intéresse 2 points, ce que je vous dis là. C'est qu'un, déjà, un salarié content, c'est du turnover en moins. 2, un salarié qui communique positivement vis-à-vis de son entreprise, à son réseau, c'est potentiellement à un moment donné, par rapport à une éventuelle recherche de ressources complémentaires que vous pourriez avoir, c'est aussi à un moment donné l'idée d'avoir aussi une bonne image et donc du coup d'intéresser davantage
les ressources compétentes que vous pourriez rechercher plutôt que de les voir partir à côté. Également, donc, un point très important, donc on a évoqué donc, des outils de travail qui permettent une prestation de qualité efficace et rapide. Alors pourquoi cela? Effectivement, c'est d'investir aussi dans des aides techniques qui vont du coup être performantes bien sûr, et également qui vont vous permettre à un moment donné au niveau de votre activité de moins être exposé à des substances, de moins à un moment donné avoir de ports de charges répétées ou lourds, voire est lourd. Je m'explique en donnant un exemple concret. On a de plus en plus de SUV dans la profession. Un SUV, c'est des roues qui sont de plus en plus lourdes et on a toujours 4 roues au moins par véhicule. Voilà. Donc l'idée d'avoir des aides techniques, c'est aussi de moins se fatiguer. Et quand on est moins fatigué et qu'on est moins exposé à certaines situations de travail éprouvantes, que ça soit par rapport à l'inhalation, de la fatigue, eh bien, on travaille dans de meilleures qualités, on est beaucoup plus performant. Et quand on est avec des aides techniques performantes déjà à la base, eh bien effectivement, ça intéresse aussi une prestation de qualité efficace et rapide, comme je vous l'évoque. Ensuite, il y a un élément aussi très important. Avec vos clients, c'est un petit peu comme un entretien d'embauche, en fait. C'est généralement les premiers instants qui donnent tout de suite une image et une image qui reste. Donc un client qui arrive dans une structure qui est organisée, où il se sent effectivement très bien pris en charge, avec un atelier qui est structuré, organisé, rangé. Et là, ce que je vous dis là, un atelier rangé, c'est vis-à-vis de la sécurité santé au travail, c'est ne serait-ce que un risque de chute de plein pied amoindri, des risques de heurts des salariés se déplaçant dans l'atelier dans le cadre de leur activité réduit. Voilà, donc ça aussi, ne serait-ce que sur cet aspect-là, un intérêt sécurité santé au travail. Et le fait d'avoir un atelier structuré, rangé, et bien dès lors que le client justement voit toute cette organisation et ce visuel sur l'atelier, tout de suite ça renvoie une image très positive de l'établissement et donc du coup un sentiment de confiance d'ores et déjà. Donc ça c'est aussi l'opportunité justement d'avoir un client qui va revenir parce qu'il sera satisfait et puis qui va en parler aussi à son réseau personnel et qui va vous générer de la clientèle. Donc vous voyez qu'à travers ces 4 exemples que je viens de vous donner, la sécurité et la santé au travail ont un intérêt bien sûr sur la démarche de prévention, hein, cette attention que vous pourriez porter à la sécurité et santé au travail de vos salariés, mais pas que, et loin de là. Et donc c'est pour ça que justement c'est un intérêt de bien l'intégrer dans toute votre organisation. Alors, pour ce faire, il existe déjà un certain nombre de supports que le réseau des CARSAT a eu l'occasion de promouvoir, de mettre à disposition, et que le réseau des CARSAT a eu l'occasion d'élaborer, mais pas seul, avec ses partenaires et notamment avec vos organisations professionnelles. À titre d'exemple, donc on a cité là que quelques exemples, mais il y en existe bien d'autres. Donc vous avez des supports comme OIRA, complété, compte tenu de la situation sanitaire qu'on rencontre, avec un support complémentaire qui s'appelle Plan d'action Covid-19, qui sont donc de supports qui vous permettent justement d'évaluer vos risques et de générer un plan d'action pragmatique, efficace et qui vive. L'idée étant, c'est que votre évaluation des risques, votre plan d'action, ce qu'on appelle vulgairement le document unique d'évaluation des risques, ça ne soit pas un bottin qui dorme dans une armoire et qui ne soit pas exploité. Parce que ça, au contraire, ça ne sert à rien et j'aurais même envie de dire que c'est totalement contre-productif pour vous. Non, l'idée, c'est d'avoir un support qui vit, qui s'intègre bien dans votre organisation, qui est pragmatique et avec un plan d'action justement qui avance. Donc pour ce faire, vous avez également l'appui aussi sur un certain nombre de documents comme des brochures INRS, des ED, et également aussi des fiches métiers, faits là encore avec vos organisations professionnelles. Alors, à savoir que l'ensemble des supports qui sont à disposition également font l'objet d'une promotion en termes de communication auprès de la profession à travers une action collective dite action TPE.
Alors, en complément des supports que j'ai eu l'occasion d'évoquer. Donc, on a eu souhaité justement, avec vos organisations professionnelles, on a souhaité élaborer un support synthétique qui vous permette d'aller à l'essentiel, d'avoir l'essentiel vraiment des informations les plus importantes en termes de support sur lesquels vous appuyez et d'identifier aussi sur ce même flyer, hein, sur un seul et même flyer, des points d'attention. Alors, il y en a 13 sur lesquels, alors ils ne sont pas exhaustifs, hein, il y en a 13, mais ça veut dire ça veut pas dire qu'il y a que ça à regarder, mais d'avoir un point d'attention particulier par rapport à ces 13 thèmes. Euh, Pourquoi? Parce qu'effectivement, à l'occasion des visites des préventeurs de la CARSAT, on a eu l'occasion de se rendre compte que un certain nombre de points justement suscitaient, enfin ces points-là suscitaient donc une attente particulière et un besoin de progression de la profession sur ce champ. Alors, je ne vais pas les citer de façon linéaire et énumérée, sachant que mon collègue Laurent va pouvoir revenir dessus en vous exposant des exemples de matériel qui permettent de répondre à ces différentes problématiques. Simplement de vous préciser mon propos, je prends par exemple le point 1, l'organisation des vérifications périodiques. C'est pas qu'elles ne sont pas faites dans les garages, c'est davantage le fait que les réserves éventuelles ne sont pas nécessairement levées. Et là, c'est une problématique à un moment donné qui questionne en fait la fiabilité du matériel utilisé, sachant qu'on va parler d'un risque électrique, pour les installations électriques, du risque incendie, on va pouvoir parler et surtout des appareils de levage avec des personnes qui, justement, dans le cadre de leur activité, peuvent travailler sous la charge. Hein, on imagine bien un pont mécanique avec des salariés qui travaillent dessous. Donc, il est important d'avoir des vérifications périodiques réalisées dans le bon timing, mais également avec des réserves qui sont levées. Le deuxième point, c'est la problématique concernant la présence de personnel sauveteurs secouristes du travail. On en retrouve très peu dans la profession. Euh, alors, ce n'est pas une obligation réglementaire d'avoir des personnels formés sauveteurs secouristes du travail. Pour autant, c'est des personnels qui sont de nature à répondre à une problématique pour l'employeur qui, elle, est réglementaire, à savoir l'organisation des premiers secours. Par ailleurs, on est sur une formation action courte, 2 jours pour une formation initiale, 1 jour pour un recyclage, avec un recyclage tous les 2 ans, et qui a l'intérêt, dans la mouture de formation actuelle, de donner un premier vernis prévention aux salariés formés. Et donc, de pouvoir être un relais pour l'employeur, l'idée étant, excusez-moi ce terme un peu trivial, que l'employeur ne prêche pas en termes de démarche de prévention dans son établissement, comme on pourrait prêcher dans le désert. Mais au contraire, d'avoir justement des relais et des personnes justement sensibilisées sur ce point. Ensuite, je ne reviendrai pas sur les autres points. Certains intéressent la problématique risque chimique avec un point de regard par rapport au captage à la source, d'autres par rapport à l'utilisation, enfin à l'évitement des contacts cutanés avec l'utilisation des gants, encore utiliser les bons gants par contre. Et d'autres points justement intéressants, la problématique liée au port de charge lourd ou répété. Simplement d'évoquer avec vous les points 12 et 13 qui concernent plus spécifiquement l'activité PL, puisque le point 12 concerne en fait le risque d'éclatement de pneus au gonflage dans le cadre de l'activité PL, où là, il est important d'avoir des cages de gonflage. Le point 13, lui, concernant la problématique des fosses, qu'on retrouve rarement dans l'activité VL, mais davantage dans l'activité PL, avec une problématique de fosses quand elles ne sont pas utilisées, qui ne seraient pas obturées correctement et généreraient un risque, et notamment un risque de chute. Alors, en complément de ce flyer, je vous parlais effectivement de l'utilisation de gants par rapport au contact cutané avec des produits chimiques. Donc, encore faut-il utiliser les bons gants pour les bonnes activités.
Et là encore, deux fiches, enfin deux affiches de format A3 ont été réalisées par la CARSAT avec vos organisations professionnelles. Elles ont été pensées de façon à être donc en format A3 synthétique, avec des illustrations claires, des messages courts, j'ai envie de dire lisibles au premier coup d'œil, dans un objectif clair en fait d'affichage dans vos ateliers, pour porter vos messages auprès de vos salariés et être autant de rappels justement, pour leur donner les indications essentielles, les éléments essentiels à garder à l'esprit quant à quel gant utiliser pour quelle activité. Voilà. Donc j'en ai fini pour ma partie et là je cède la place à mon collègue Laurent Kamal qui va vous exposer un certain nombre d'exemples de matériel qui sont de nature justement à répondre aux problématiques qu'on a évoquées. Laurent, il faut que tu mettes ton micro. Oui, excusez. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Eric pour cette présentation en première partie. Je me présente, je suis Laurent Kamal. Je suis contrôleur de sécurité basé dans les Alpes-Maritimes, copilote de l'Action Garage. Alors, j'exerce le métier. Oui, c'est bon. J'exerce le métier depuis 15 ans. Et au préalable, j'ai travaillé dans production dans le secteur de la carte à puce. Alors, pour rendre concrète cette présentation, j'ai décidé de vous présenter des exemples de matériel que j'ai pu observer lors de mes visites dans les différents garages que je suis. Alors, il s'agit en fait de bonnes pratiques de prévention visant à supprimer ou à réduire les risques donc de risques de troubles musculo-squelettiques, souvent liés en lien avec le port de charge manuelle ou des gestes répétitifs ou des postures contraignantes, mais également des solutions visant à réduire les risques chimiques et les atteintes main-doigt. Alors, les trois premiers dispositifs qui vont vous être présentés concernent la problématique des pneumatiques qui sont… Alors, les pneumatiques, effectivement, Eric l'a rapidement soumis, vous en a parlé. Effectivement, on constate que les pneumatiques sont de plus en plus, ont des tailles de plus en plus importantes, sont des charges lourdes à manutentionner. C'est pourquoi il est pertinent d'utiliser, et c'est ce que j'évoque dans ce premier slide, il est intéressant d'utiliser des lèvres-roues mobiles. Alors c'est un petit équipement qui permet de lever, descendre et transporter les roues sans les manutentionner manuellement. Alors l'équipement peut être manuel, il peut être également électrique avec une batterie dans sa version la plus noble. C'est des équipements, pour vous donner une idée, dans l'ordre de prix varie de 1 600 à 2 300 euros. Voilà. Alors cette problématique des roues lourdes, donc jantes plus pneumatiques, va également se répercuter sur le poste d'équilibreuse. Alors, pour répondre à ce problème, il existe, sachez-le, des équilibreuses de roues avec un système latéral de levage de la roue, alors qui peut être fixe ou mobile. Alors, cet équipement permet d'éviter le port des pneumatiques pour les positionner sur l'équilibreuse par la présence d'un moyen de levage intégré, donc le lève-roue fixe. Alors, ces lève-roues fixes peuvent être intégrés sur de nombreuses équilibreuses du marché, où on peut également acquérir un lève-roue mobile dont je viens de vous faire la présentation. Voilà, donc deux petits équipements qui améliorent une situation de travail et qui réduisent considérablement les manutentions sur ces deux phases de travail. Alors les roues, on enlève les pneumatiques, on est parfois amené à les remettre, et tout ceci se fait grâce à un démont de pneus.
Alors, les démontes pneus, il y en a de différentes générations. Il existe des démontes pneus semi-automatiques, hein, avec un bras d'assistance complémentaire qui est, dans le jargon, on appelle ça le troisième bras d'assistance, un troisième bras, et avec un élévateur de roue associé. Alors, ces équipements est très intéressant puisqu'il permet de diminuer les postures contraignantes, les efforts liés à la manutention des roues, grâce aux lèvres-roues intégrées notamment, mais il agit aussi sur les efforts associés au montage, au démontage des pneumatiques, tout en réduisant le risque de lésion main-doigt par pincement grâce au troisième bras d'assistance. Voilà. Alors, c'est des équipements qui sont, dont le prix est somme toute assez élevé, hein, puisque c'est des équipements dont le prix varie de 10 000 à 45 000 euros. Alors, le troisième poste est un pistolet dégrippant chauffant à induction. Il est utilisé pour dévisser, déboulonner à chaud en cas de grippage. Donc, on vient réduire les efforts manuels et les risques d'atteindre main-doigt, hein, lors du démontage de sous-ensembles mécaniques, hein. On évite le risque de ripper, hein, avec un outil, par exemple. Et on vient également participer à la prévention du risque incendie, hein, en ne plus utilisant le chalumeau ou la torche à flamme, hein, et ces chalumeaux qui posent des problématiques souvent dans le stockage des bouteilles de gaz, mais également dans le transport de ces mêmes bouteilles et qui occasionnent parfois des brûlures, hein, conséquentes lorsqu'on vient chauffer violemment des pièces. Voilà. Alors c'est un petit équipement que l'on voit encore rarement, qui est dans l'ordre de prix de 1 000 euros, mais qui peut vraiment bien répondre parfaitement à une problématique pour dégripper une pièce. Alors, voyons maintenant une solution prévenant le risque de chute de hauteur dans les fosses de visite d'atelier. Alors, il s'agit de la couverture de fosse d'atelier. Alors, c'est un dispositif, je dois le dire quand même, hein, que l'on constate rarement dans les ateliers visités. En effet, les fosses de visite, hein, sont rarement sécurisées. Et donc, cela représente un danger, hein, pour les opérateurs qui gravitent autour de ces fosses. Lorsqu'elles sont équipées d'une protection collective, du type potelet avec des chaînes, par exemple, ou des bastingues de bois, on s'aperçoit malheureusement que ces dispositifs de protection collective ne sont pas remis en place par les opérateurs, par vos salariés, et donc le risque de chute de hauteur dans la fosse perdure. Alors, c'est pour ça que nous trouvons que la couverture de fosse d'atelier est un moyen pour prévenir les chutes de hauteur dans une fosse intéressant. Alors, pour que ce matériel doit néanmoins avoir certaines caractéristiques. Il faut savoir qu'il doit être conforme à une recommandation INRS, hein, qui est la recommandation donc R469, qui est disponible, téléchargeable sur le site de l'INRS. Alors, les recommandations, hein, qu'est-ce que c'est qu'une recommandation? Ce sont des textes qui définissent et qui regroupent les bonnes pratiques de prévention liées à votre activité. Alors, ce sont en fait les règles de l'art proposées aux entreprises. Elles ne constituent pas une réglementation, hein, à proprement parler. En revanche, hein, leur non-respect peut entraîner des conséquences juridiques, notamment dans le cadre de la caractérisation de la faute inexcusable de l'employeur s'il venait à avoir un accident grave ou mortel, hein. Voilà. Donc, la recommandation R469 a été adoptée par le Comité technique national A, qui est constitué de vos représentants patronaux et également des représentants de salariés. Alors, d'un point de vue technique également, on a deux types de couvertures de fosse d'atelier. Des couvertures qui peuvent être donc déployées manuellement, et dans une version encore une fois un petit peu plus noble, on a également des couvertures qui sont déployées électriquement par un moteur. Alors, les deux points suivants concernent la problématique du risque chimique dans les activités de carrosserie. Alors, le premier point est le laboratoire de préparation de peinture vernie. Effectivement, il y a un risque, hein, lorsque le peintre vient préparer ses peintures vernies, il y a un risque d'exposition aux substances chimiques et aux solvants contenus dans ces mêmes peintures. Donc, ce matériel, le laboratoire va permettre de réduire au plus bas possible l'exposition des salariés lors de la préparation de ces peintures et vernis.
Alors pour cela, il doit disposer de caractéristiques propres et de règles essentielles de conception. Alors le premier de ces points, il faut le retenir, c'est très important. Il faut que le rejet des polluants captés se fasse à l'extérieur de l'atelier. Il n'est pas question de rejeter dans l'atelier la pollution captée à l'intérieur du laboratoire. Le poste de préparation et de pesée doit également être sous le bénéfice d'endosseries aspirants. Il doit y avoir une aspiration à la source. Alors, ce dosseret peut être également remplacé par une haute aspirante au-dessus donc du poste de pesée, avec des parois latérales qui vont favoriser en fait l'aspiration et l'effet tunnel. Un autre point, le troisième point, il faut que l'entrée d'air de compensation, effectivement, il faut qu'il y ait de l'air de compensation, sinon vous allez avoir votre pièce en dépression, doit être diamétralement opposée à l'extraction et laissée en libre permanence. Effectivement, on doit avoir toujours de l'air de compensation. Alors, il faut savoir qu'il y a une norme qui régisse la conception et l'installation de ces équipements. C'est la norme NFT T35014 qui s'intitule Installation d'application et de séchage des peintures et vernis, box de préparation des peintures. Alors, un laboratoire de préparation des peintures, son ordre de prix, c'est environ de 7 000 à 11 000 euros. Alors, en complément du laboratoire de préparation de peinture, et en complément des cabines de peinture fermées ou ouvertes pour la peinture des petites pièces, il est nécessaire, et on trouve vraiment une valeur ajoutée dans ce dispositif, qui est le système fermé de lavage automatique des pistolets à peinture. Ce dispositif permet de diminuer l'exposition aux vapeurs de solvant et éviter tout contact cutané. Alors, il diminue l'exposition aux risques chimiques lors du lavage des pistolets, et réduit le risque d'intoxication, des troubles respiratoires et d'eczéma et des atteintes du système nerveux. Effectivement, le peintre n'est plus en contact avec le solvant de nettoyage, contrairement à un nettoyage fait à la main, comme parfois on le constate, par trempage et au pinceau. Voilà. Alors, un système fermé de ce laveur automatique de pistolet, c'est un dispositif, en général, dont l'ordre de prix varie de 2 000 à 3 000 euros. Alors, les trois derniers points concernent la prévention du risque chimique lors des opérations de mécanique. Alors, le premier de ces points est les fontaines de dégraissage et de nettoyage par voie lessivielle sans solvant. Alors, on distingue deux types de fontaines. Les fontaines fixes de dégraissage pour les pièces mécaniques. Effectivement, la fontaine est à demeure dans l'atelier, sur un point fixe. On démonte une pièce mécanique et on l'amène sur la fontaine pour venir dégraisser les pièces. Où il existe des fontaines mobiles sur roulette, donc, par exemple pour le nettoyage des freins, où l'on vient donc lorsque la voiture est sur le pont, on vient mettre cette fontaine à proximité des systèmes de frein pour effectuer les nettoyages, donc des étriers, des disques de frein, etc. Donc ces dispositifs vont permettre de supprimer l'exposition aux solvants des nettoyages et aux divers produits contenus dans les bombes aérosols, pour pouvoir induire des pathologies telles que les cancers, les lésions cutanées, les asthmes et les atteintes du système nerveux. Rapidement, Eric vous en a parlé tout à l'heure, effectivement, par exemple, pour nettoyer les systèmes de frein, on constate encore la présence de bombes aérosols qui contiennent une substance CMR qui est l'EN-hexane. Alors, l'ordre de prix de ces fontaines, c'est de 600 à 1800 euros. Donc, vous voyez, c'est des petits équipements catalogues qui sont intéressants pour prendre en compte sérieusement les problématiques de risques chimiques dans les ateliers de mécanique. Il existe également les stations de vidange sans contact. Alors, les stations de vidange sans contact vont permettre de réduire les contacts cutanés avec l'huile de vidange lors de ces opérations. Et elles vont aussi permettre de réduire les contraintes gestuelles et les risques d'atteinte aux mains et aux doigts des salariés en permettant une action de vidange par aspiration, contrairement à des vidanges qui sont faites par gravité. Voilà. Alors ça aussi, ça c'est des équipements que l'on constate de plus en plus dans les ateliers et qui semblent donner satisfaction aux utilisateurs. Le dernier point est le réseau fixe d'aspiration des gaz d'échappement. Alors, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on constate, lorsqu'on fait des opérations de mécanique moteur en route,
il est nécessaire de venir capter les gaz d'échappement. Alors, il faut savoir que les émissions de moteurs diesel sont classées comme un cancérogène avéré par le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC. C'est donc, ils sont classés en catégorie 1. Les émissions de moteurs essence sont classées, elles, en cancérogènes suspectés, donc en catégorie 2B par le CIRC. Donc, vous voyez, il devient donc nécessaire de capter ces polluants de manière efficace lorsqu'on fait encore une fois des essais avec le moteur en route dans les ateliers. Alors, cette problématique est d'autant plus accentuée lorsqu'on est dans des locaux exigus en centre-ville, peu ventilés. C'est très souvent des situations que l'on rencontre. Alors, cet équipement est composé de 3 parties. Vous avez un flexible qui est positionné sur un enrouleur. Alors, cet enrouleur, naturellement, est intéressant. Il évite au flexible de traîner par terre et d'éviter des risques de chute de plein pied. Vous avez un ventilateur, un moteur ventilateur qui crée en fait une dépression dans le flexible, une aspiration. Et donc, vous avez un entonnoir en sortie de flexible que l'on vient positionner sur l'échappement du véhicule. Alors, ce qui est très, très important, comme le box de préparation des peintures, il faut naturellement que la pollution que l'on capte au travers de ce dispositif soit rejetée à l'extérieur de l'atelier. Voilà, c'est un point vraiment de vigilance à avoir pour éviter de polluer à nouveau votre atelier. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette présentation de ces différents dispositifs. Je dirais que ces derniers, pour conclure, représentent des solutions de prévention très intéressantes et apportent un véritable gain en matière de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail dans les ateliers. Alors cette présentation naturellement n'est pas exhaustive. J'aurais pu parler d'autres dispositifs qui sont intéressants, comme par exemple les aires de préparation pour la partie carrosserie, les aires de préparation qui permettent de minimiser l'exposition et de réduire le risque d'exposition aux poussières de ponçage. Par exemple, j'aurais pu parler des pistolets générateurs d'azote réchauffés qui réduisent aussi pour le peintre le brouillard lorsqu'on se met à peindre. Voilà. Il y a d'autres choses. Cette veille technique, écoutez, nous essayons de l'étoffer au fil de notre action. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais redonner la parole à Eric qui va conclure sur cette présentation et nous allons probablement répondre à vos questions. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir. Voilà, donc effectivement, on arrive au terme de la présentation qu'on souhaitait donc vous faire. Alors effectivement, il y a eu quelques questions donc par rapport justement au support qu'on a eu l'occasion de vous présenter. Donc effectivement, ces supports, comme on a pu vous le préciser dans le chat, sont téléchargeables, à la fois en termes de documents pendant ce webinaire, mais également aussi, vous pouvez les retrouver pour l'essentiel d'entre eux à travers le site CARSAT Sud-Est. Et donc, je dis l'essentiel d'entre eux, je pense par exemple aux affiches A3 qu'on a eu l'occasion d'évoquer, comme aux flyers également de synthèse. Voilà. Donc, alors après, j'ai pas vu d'autres questions. Si tous ces équipements sont-ils subventionnables? Alors voilà, donc par rapport au dispositif d'aide financière, donc là effectivement, alors tous ces dispositifs ne sont pas nécessairement subventionnables à travers nos aides. Certains le sont, oui. Alors pour vous évoquer donc les types d'accompagnement financier de la CARSAT, il y en a de grands types. Il y a donc les subventions TPE, et donc vous pouvez avoir accès aux subventions TPE, alors sous réserve de budget. Donc pour les subventions TPE, là à l'instant où on en parle, il y a encore du budget. Depuis maintenant 2 ans,
on a l'habitude de voir le budget de ces aides-là s'épuiser à partir de l'été. Donc, j'aurais tendance à vous dire, si vous avez des projets, ne tardez pas. Par contre, donc voilà. Alors, les aides qui peuvent répondre à vos besoins, ben, il y a effectivement donc la subvention TPE-TMS Action, qui sous réserve d'un diagnostic fait par une ressource extérieure de type un ergonome, à savoir que par exemple des diagnostics peuvent être faits également par des personnels de chez IRP Auto, hein, dans le secteur de la réparation automobile. Vous avez la possibilité d'avoir aussi une ressource compétente en interne, c'est-à-dire une personne qui sera formée, hein, qui aurait été formée à la prévention de ce risque TMS. Donc voilà, mais je vous invite à vous rapprocher des dispositions précisées dans le cadrage de cette aide, hein, sur le site www.carsat Sud-Est, rubrique entreprise, demander une aide financière. Et donc par rapport à cette aide-là, vous pouvez être aidé, oui, sur un certain nombre de matériels. Alors, par contre, sont exclus volontairement par la Caisse nationale le financement de démonte pneus et de ponts de carrossier, parce que ces dispositifs ont été visiblement énormément aidés dans des aides qui ont existé jusque-là, encore l'an dernier avec l'aide Garage Plus Sûr, qui n'existe plus à ce jour. Et donc la CNAM a souhaité justement mettre à disposition les budgets pour pouvoir aider d'autres types d'investissements. Donc ça peut intéresser, sous réserve d'être identifié dans un diagnostic prévention global au niveau de TMS, hein, pour l'entreprise, et à travers le plan d'action qui permet de répondre aux problématiques relevées sur le champ TMS, ça peut permettre de financer en partie, hein, de subventionner en partie donc l'investissement d'un pistolet à induction. Ça peut être l'objet du financement d'une table élévatrice. Voilà, on peut financer ce type de matériel. Un lève-roue, hein, un lève-roue, qu'il soit fixe ou mobile, puisque effectivement on peut aussi, par rapport aux lève-roue fixes, pour un certain nombre d'équilibreuses, comme vous l'avez évoqué mon collègue Laurent, il y a la possibilité d'avoir un lève-roue fixe additionnel, sans non plus réinvestir sur une équilibreuse complète. Voilà, donc on peut avoir ce genre d'équipements qui sont aidés, mais effectivement on ne peut pas aider tous les équipements qu'on a évoqués, hein, par contre. Sur la problématique risque chimique, on a en fait une subvention TPE également sur ce champ-là, qui peut aider à, à l'investissement de fontaines de dégraissage, notamment, ou de bacs de rétention également, par rapport aux huiles. Voilà. On a également aussi la possibilité, à travers la subvention Airbonus, d'aider l'investissement de systèmes de captage à la source des fumées d'échappement, avec un principe de rejet à l'extérieur, hein, voilà. Donc il y a ces possibilités-là au niveau subvention TPE actuellement, avec effectivement cette réserve, cette possibilité, tant qu'il y a effectivement ce budget disponible pour l'ensemble de ces aides. Et c'est des budgets qui sont annuels, mais qui ont, comme je vous l'ai dit, ont tendance à être, en raison de l'engouement porté sur ces aides, qui ont tendance à être consommés à la période estivale, complètement consommés à la période estivale. L'autre dispositif que sont les contrats de prévention, donc qui sont rendus possibles parce qu'effectivement il y a une convention nationale signée par les partenaires sociaux et en vigueur depuis septembre 2019 et valide donc pour une durée de 4 ans. Donc la problématique qu'on rencontre actuellement sur l'année 2021, c'est que les budgets pour ce type d'aide, que sont les contrats de prévention, est actuellement comment on n'a plus de budget,
sur ce type d'aide. Donc là actuellement, voilà, on est dans une situation à l'instant où on en parle d'une difficulté budgétaire sur ce champ-là, sur les contrats de prévention. Je n'ai aucun visuel, par contre, aucune précision à ce jour par rapport à une éventuelle extension budgétaire qui pourrait survenir courant de l'année. Voilà. Voilà, de façon à être complètement exhaustif sur la situation qui est celle des subventions possibles sur ces équipements. Alors, donc, alors le chariot élévateur, alors si on parle en fait de chariot élévateur porté, là j'ai envie de dire ça va intéresser éventuellement l'aide TMS Action. Mais bien sûr, alors, faut voir de quel équipement dont on parle, si c'est un chariot élévateur avec conducteur porté ou pas, et dans tous les cas, en tout cas, que ça soit identifié dans un plan d'action lié au diagnostic TMS, j'insiste bien, global, qui aurait été fait au niveau global de la situation, de la problématique TMS pour l'entreprise. Il ne s'agit en aucun cas de faire un diagnostic qui se limite au point ou aux quelques points d'investissement envisagés par l'entreprise. C'est bien un diagnostic global, TMS. Voilà. Alors, visiblement, il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, de questions qui n'auront pas été répondues. Bon, sachez que voilà, nous avons intégré en dernière page de ce diaporama nos coordonnées, de façon à ce que vous puissiez, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, nous en faire part, nous envoyer un mail. On se fera un plaisir, effectivement, Laurent comme moi-même, de pouvoir y apporter une réponse, ou en tout cas soit nous-mêmes d'y apporter une réponse, soit de vous orienter vers votre interlocuteur CARSAT, si à un moment donné, voilà, vous êtes suivi en portefeuille, ou en tout cas votre interlocuteur CARSAT, également par rapport à votre secteur géographique au niveau de la région PACA. Voilà. Également, donc, on vous a rappelé l'adresse, le site, www.carsat Sud-Est, donc sur lequel justement vous pouvez vous reporter avec l'onglet entreprise pour justement retrouver un certain nombre d'éléments d'information. Voilà. Alors, je sais pas, effectivement, j'ai une personne qui disait plus de son. Je pense qu'on m'entend toujours, j'imagine. Laurent, tu me confirmes? Oui, voilà. Oui, Voilà. on t'entend bien, Eric. Hein, oui, oui, oui. Donc voilà. Donc pour ma part, pour notre part, alors moi-même, donc là, on est arrivé au bout de notre exposé. Donc on souhaite vous remercier de votre présence, de votre disponibilité et d'avoir pu répondre justement aux questions qui nous permettront justement